Au nord du Burkina Faso, un paradoxe massif s'impose. Plus d'1 million de personnes reviennent et 28 bataillons se redéploient dans des zones longtemps décrites comme perdues. Là où dominaient la poussière et la peur, reviennent l'eau des puits, les marchés improvisés, les rires d'enfants et une tranquillité que beaucoup n'osaient plus imaginer. Cette métamorphose, portée par la méthode d'Ibrahim Traoré, interroge pourtant encore le regard extérieur, souvent figé sur l'ancienne image du pays. Ce basculement silencieux pose une question simple. Que signifie vraiment, ici, la sécurité redevenue dignité partagée? La transformation observée dans le Nord ne se limite pas à un retour progressif de la sécurité. Elle porte une promesse profonde qui redéfinit la manière dont un pays renaît après des années d'instabilité. Le véritable enjeu, affirmé en 10 mots essentiels, tient dans une idée simple: la stabilité n'a de valeur que si elle améliore la vie quotidienne. Cette ligne directrice, constamment rappelée dans les initiatives menées sur le terrain, déroule une logique claire. Chaque action militaire, chaque infrastructure rouverte, chaque service restauré doit produire un bénéfice concret, immédiat et mesurable pour les habitants. Mais cette promesse n'est pas seulement technique ou administrative, elle engage un risque réel. Si les résultats visibles, retours massifs, marchés revivifiés, écoles réouvertes, ne s'accompagnent pas d'un changement durable dans le vécu des familles, la confiance fragile pourrait s'effriter. C'est là que le pari devient décisif. Convertir des statistiques encourageantes en une expérience vécue jour après jour où les citoyens retrouvaient contrôle, sécurité et dignité. Et une question s'impose déjà comme une question qui attire immédiatement l'attention. Cette dynamique peut-elle résister au regard sceptique venu de l'extérieur? Une révélation qui apparaît discrètement apparaît dès l'ouverture. En moins de 18 mois, plus d'1 million de déplacés ont regagné leur village et 28 bataillons ont été redéployés dans les zones dites rouges, créant un renversement que presque personne n'attendait à un tel rythme. Ce double mouvement, simultané et mesurable, répond directement à la question laissée en suspens dans la première partie évoquée plus tôt. La transformation est visible parce que l'action coordonnée produit une réalité que même les observateurs les plus prudents ne peuvent ignorer. Derrière ces chiffres s'étend un paysage en pleine mutation. Dans les villages, les puits de taris se remplissent à nouveau, les marchés improvisés reprennent vie et les écoles désertées réaccueillent des enfants qui recommencent à courir sous les manguiers. Ce qui semblait relever d'un espoir lointain devient une normalité qui se reconstruit par strates successives. Les habitants décrivent un changement subtil, presque indime. Là où la peur verrouillait les routes et dispersait les troupeaux, des familles cultivent, échangent, restaurent leurs maisons et s'installent autour des nouveaux points d'eau. Chaque geste quotidien, si banal soit-il, sert désormais de repère pour mesurer le retour de la stabilité. C'est dans ce contexte que se comprend la méthode d'Ibrahim Traoré, une approche duale mêlant présence militaire directe et reconstruction civile immédiate, où la sécurité ne sert pas de façade mais d'amorce à la vie économique et sociale. Les unités ne se limitent plus à protéger, elles guident, creusent, réparent et accompagnent. Les victoires ne se comptent pas en kilomètres reconquis, mais en puits ouverts, en champs cultivés, en récoltes revenues, en visages rassérénés. Dans les villages, on évoque parfois simplement le capitaine, signe que la figure de l'État se matérialise de nouveau dans le quotidien. Ainsi se pose le cadre réel de la métamorphose, une souveraineté qui ne se proclame pas mais se vit, une reconstruction qui se mesure moins par les discours que par les actes visibles, et une dynamique qui, jour après jour, aligne action locale et stratégie nationale. Dans cette phase de transition, un fil conducteur émerge.
la présence d'acteurs capables de guider, rassurer et structurer les premiers gestes de reconstruction. Parmi ces figures, la méthode impulsée par Ibrahim Traoré occupe une place centrale, non pour des raisons symboliques, mais parce que son action se traduit directement dans les scènes les plus ordinaires de la vie rurale. Les premiers effets tangibles apparaissent dans des microcases qui, mises bout à bout, expliquent la reprise accélérée du Nord. À Tamasco, ancien bastion terroriste, le retour des enfants sous les manguiers a précédé la réinstallation des instituteurs. Les familles ont réouvert leurs étals remplis de graines, de riz local et parfois de quelques chèvres, signe que l'économie quotidienne reprenait avant même que la mémoire de la peur ne s'efface complètement. Ce n'est pas une embellie isolée, mais un exemple récurrent dans les zones stabilisées. Dans un autre village, une brigade mixte composée de soldats et de volontaires agricoles a creusé un puits en quelques jours seulement. L'eau obtenue a immédiatement relancé les cultures de saison, attiré les marchés improvisés et permis aux habitants de réduire leurs déplacements, autrefois risqués, vers des sources éloignées. Ce type d'intervention rapide, pensée pour laisser une empreinte durable, multiplie les points d'ancrage qui favorisent la reprise des activités. Ces scènes, modestes en apparence, jouent un rôle de boussole. Elles montrent comment la sécurité devient un levier pour restaurer la vie économique, l'éducation et les solidarités locales. Elles démontrent aussi que la reconstruction ne dépend pas d'un grand geste unique, mais d'une accumulation de petites victoires visibles. La question essentielle demeure: que déclenchent ces gestes dans la durée? Avant que la dynamique ne s'enclenche, le Nord restait restait figé dans un paysage d'incertitude. Routes désertes, marchés fermés, familles dispersées, troupeaux disparus. Puis le déclenchement survient. Sous la bannière de la double couche de défense, 28 bataillons sont projetés vers les zones dites rouges. Ils rouvrent les routes. Ils sécurisent les couloirs humanitaires. Ils rassurent les villages soumis depuis des années à l'instabilité. Le mouvement est rapide, presque mécanique, comme si une tension accumulée trouvait enfin un exutoire. À Tamasco, ancien bastion terroriste, l'effet avant, après est net. Les soldats reprennent le contrôle du centre. Ils ne se contentent pas de signaler leur présence. Ils déblayent les ruines, réparent les puits, rebranchent l'électricité. Les habitants, longtemps confinés, sortent prudemment, puis plus franchement. Les marchés se reforment, les troupeaux reviennent, les enfants courent dans les rues, parfois pour la première fois depuis des années. La peur reflue, comme chassée par une succession d'actes concrets. Le point culminant arrive lorsque l'offensive militaire s'articule immédiatement avec une phase de reconstruction civile. Des brigades mixtes, soldats et volontaires agricoles, travaillent côte à côte. Ils bâtissent des écoles, ils creusent des puits, ils relancent les cultures. Chaque geste enclenche un autre geste, créant une réaction en chaîne où la sécurité stimule l'action et l'action renforce la sécurité. Les villages observés comme fragiles deviennent des foyers de reprise, prouvant qu'une victoire tactique ne vaut que si elle laisse une trace utile. La phase de Duchamp étend ensuite ses effets à l'ensemble du Sahel intérieur. Les familles déplacées reviennent par milliers. Les marchés improvisés s'installent autour des points d'eau restaurés. Les champs se remplissent en V, parfois au-delà des niveaux d'avant-crise. À Tamasco, un exemple frappant. En moins de 6 mois, le village produit 30% de riz en plus qu'avant la crise. La disponibilité alimentaire apaise les inquiétudes, stabilise les foyers et permet aux habitants de se projeter à nouveau vers des activités durables. En parallèle, chaque déploiement fait l'objet d'un suivi rigoureux. Les unités laissent volontairement des empreintes durables, un puits fonctionnel, une école utilisable, un espace agricole opérationnel. L'objectif n'est plus seulement de reprendre un territoire, mais de créer un cercle vertueux où chaque action militaire ouvre une brèche pour la vie civile. Les soldats deviennent bâtisseurs.
Les marchés deviennent symboles de résilience. Les habitants deviennent acteurs de leur propre stabilité. Cette chronologie montre une vérité fondamentale. Le retour à la vie ne suit pas la guerre, il la transforme. La peur recule, la confiance avance. Et le Burkina Faso redécouvre une souveraineté vécue, consolidée par des gestes concrets, visibles et reproductibles. Ce mouvement en cascade appelle désormais une question. Que disent les chiffres lorsqu'on les met à l'épreuve de la réalité? Les données recueillies sur le terrain confirment que la transformation observée n'est pas seulement perceptible dans les villages, elle se mesure, se vérifie et s'aligne avec les dynamiques déjà décrites dans les phases précédentes. Pour comprendre la solidité de ce renversement, trois indicateurs précis suffisent à éclairer l'ampleur du mouvement, chacun révélant un aspect différent de la reconstruction en cours. Premier indicateur, plus d'1 million de déplacés ont retrouvé leur village en moins de 18 mois. Ce chiffre représente un retour massif d'une rapidité rarement observée dans des zones auparavant instables. Il signale une reconquête concrète du quotidien plutôt qu'un simple recul de la menace. Le retour volontaire des familles constitue la validation la plus forte de la stabilité retrouvée. Les habitants choisissent de rentrer parce qu'ils constatent eux-mêmes que les routes sont rouvertes, les marchés ravivés et les services minimaux rétablis. Cette tendance confirme que la sécurité est redevenue vivable, non déclarative. Autrement dit, les familles reviennent dès que la vie locale redevient pleinement praticable. Deuxième indicateur, 28 bataillons ont été redéployés dans les zones dites rouges. Il ne s'agit pas seulement d'un mouvement militaire, mais d'un maillage territorial pensé pour sécuriser, guider et structurer la reprise. Ces unités protègent les infrastructures vitales, puis écoles, couloirs humanitaires, tout en accompagnant les premières initiatives économiques. Leur rôle dépasse la dissuasion. Elles rendent possible la continuité des activités civiles en garantissant un espace stable où les habitants peuvent se projeter. Ce redéploiement massif constitue l'ossature de la stratégie de reprise. Autrement dit, les unités stabilisent durablement les villages en soutenant chaque service essentiel. Troisième indicateur, plus de 532 milliards de FCFA ont été investis dans les infrastructures rurales et la modernisation de 8 filières agricoles. Ce montant exceptionnel montre que la reconstruction n'est pas improvisée mais planifiée. Chaque franc suit un objectif précis: irrigation, semences, élevage, réhabilitation des pistes rurales, formation des coopératives. Cette injection de ressources crée un effet multiplicateur. Les coopératives doublent, la production de riz progresse et les importations alimentaires reculant. L'économie locale, longtemps paralysée, retrouve un cycle fluide où l'offre, la demande et la production se nourrissent mutuellement. L'investissement devient ainsi un levier structurel plutôt qu'un soutien temporaire. Autrement dit, les investissements ciblés relancent durablement la production agricole et les marchés. Pris ensemble, ces trois chiffres décrivent un tableau cohérent. Le retour des populations valide la stabilité, le maillage militaire garantit la continuité, et l'investissement massif nourrit la prospérité civile. Il montre que la reconstruction ne repose ni sur un événement isolé, ni sur une série de gestes symboliques. Elle s'appuie sur un système où chaque élément renforce l'autre. La sécurité ouvre la voie à l'économie. L'économie stabilise la société renforce la sécurité. C'est cette boucle vertueuse qui donne sa profondeur à la dynamique actuelle. La vraie question devient alors: comment concilier ces résultats avec les visions opposées qui circulent encore à l'extérieur? Deux visions s'affrontent lorsqu'on observe le Burkina Faso dans cette phase de transformation.
La première, souvent relayée par certains observateurs internationaux, s'appuie sur une lecture prudente, parfois sceptique, des changements en cours. Elle met en avant plusieurs inquiétudes: la centralisation du pouvoir, le risque d'isolement économique, la montée d'une forme d'autosuffisance jugée fragile à long terme, ou encore la crainte que la reconstruction rapide masque une dépendance excessive aux capacités militaires. Selon cette lecture, une stratégie fondée sur la fierté nationale et la souveraineté pourrait ralentir les échanges régionaux et réduire la marge de manœuvre diplomatique. Certains y voient même le spectre d'un repli, doutant qu'un pays confronté à une telle pression puisse durablement concilier sécurité et ouverture. La seconde vision émane directement des habitants, et elle suit une logique différente, centrée sur la réalité vécue plutôt que sur les interprétations extérieures. Pour eux, la souveraineté alimentaire, l'autonomie énergétique et la reconstruction des services essentiels ne sont pas des concepts abstraits. Ils représentent des éléments concrets de survie et de dignité retrouvée. Un agriculteur d'Abbé le résume sans détour: quand nous cultivons le riz qui nourrit nos enfants, ce n'est pas de la politique, c'est la liberté. Cette phrase condense l'argument principal. Ce qui se joue ici n'est pas un modèle idéologique, mais la reconstruction du tissu social et économique. Coopérative doublée, puis eau restaurée, école rouverte, marché renaissant, autant de preuves matérielles qui soutiennent la vision locale. Le Stillman consiste donc à renforcer chaque position avant de les confronter aux données. Et les chiffres déjà établis jouent ici le rôle d'arbitre neutre. Le retour de plus d'1 million de déplacés valide le ressenti des habitants. Le redéploiement des 28 bataillons confirme l'importance d'une sécurité structurée. L'investissement de 542 milliards de FCFA montre que la stratégie s'inscrit dans la durée. Ainsi, l'opposition entre scepticisme extérieur et résilience locale ne se résout pas par un débat idéologique, mais par l'observation des faits. Ce qui fonctionne sur le terrain façonne la réponse la plus solide. Dès lors, une nouvelle bascule se prépare. Que révèle le point médian de cette trajectoire? À mi-parcours, la dynamique ne se définit plus seulement par la sécurité retrouvée, mais par la manière dont la vie quotidienne reprend une épaisseur que beaucoup pensaient perdue. Les villages observent un phénomène clair. Là où les interventions militaires ouvraient la voie, les initiatives civiles prennent désormais le relais avec une fluidité inattendue. Les puits restaurés deviennent des pôles d'activité économique. Les marchés improvisés se densifient. Les écoles rouvertes structurent de nouveau le rythme des familles. Ce midpoint révèle aussi un changement de perception. La réussite n'est plus évaluée par le recul de la menace, mais par la participation croissante des habitants eux-mêmes. Ils ne sont plus spectateurs d'un processus décidé ailleurs. Ils en deviennent acteurs directs. Cette implication est un marqueur essentiel de la stratégie conduite par Ibrahim Traoré, dont la présence régulière dans les zones stabilisées renforce l'idée d'un État visible, accessible et ancré dans le quotidien. Dans chaque village, des unités mixtes, soldats et volontaires, accompagnent la reconstruction, guident les travaux agricoles, soutiennent les initiatives locales et maintiennent un lien constant entre sécurité et développement. La peur cesse d'être le moteur principal. Elle cède la place à une confiance active qui transforme les acquis en dynamique durable. Ce basculement dévoile une question centrale: quelles sont les conséquences réelles pour les populations? Les conséquences de la dynamique observée se mesurent désormais dans la vie quotidienne des habitants à travers 4 sphères interdépendantes qui montrent comment la stabilité sécuritaire s'est transformée en bénéfices tangibles. Les faits déjà établis, retour massif, redéploiement militaire, investissements ruraux, trouvent ici leur traduction la plus concrète. 1.
famille rurale. Pour les familles rurales, la reprise est visible dans chaque geste simple. Les marchés renaissent autour des puits restaurés, les champs cultivés assurent nourriture et revenus, et les troupeaux, autrefois dispersés, réapparaissent progressivement. Les enfants retournent à l'école, retrouvant un rythme familier qui restructure les journées. Les mères participent activement aux cantines scolaires et aux circuits à cours alimentés par la production locale. Chaque geste quotidien devient une preuve de résilience. Cette stabilité vécue montre que les investissements agricoles et les mesures sécuritaires se rejoignent dans un même espace, celui d'une autonomie concrète. 2. Jeunes et volontaires. Les jeunes trouvent dans les brigades mixtes un rôle structurant. Ces unités combinent formation pratique, participation à la sécurisation des villages et implication dans les activités agricoles. Leur présence crée un sentiment d'utilité civique et offre des perspectives concrètes. Ils apprennent à entretenir les infrastructures, à gérer les points d'eau, à relancer les cultures et deviennent des relais essentiels de la reconstruction. Cette dynamique canalise les énergies locales en direction d'un projet collectif. 3. Communautés locales et institutions. Du côté des communautés et des institutions locales, l'effet est tout aussi marqué. Les coopératives doublent, renforçant la capacité de production et l'organisation des filières. Les services publics rouvrent écoles, centres de santé, pistes rurales. Cette reprise renforce la gouvernance locale qui s'appuie sur plus de transparence et un suivi rigoureux des investissements. Les infrastructures modernisées améliorent l'approvisionnement alimentaire, tandis que la réhabilitation des routes permet une circulation plus fluide des biens. L'articulation entre initiatives communautaires et soutien étatique crée un cadre de stabilité durable. 4. Dynamique nationale et cohésion du pays. À l'échelle du pays, l'effet cumulatif est net. Le retour de plus d'1 million de déplacés, la baisse des importations alimentaires et l'augmentation de la production locale dessinent un paysage nouveau. Les corridors humanitaires fonctionnent. Les routes rouvertes facilitent les échanges internes. La confiance collective se renforce, alimentée par des gestes concrets et reproductibles. L'approche impulsée par Ibrahim Traoré démontre que la sécurité n'est pas mais seulement un rempart. Elle devient un moteur pour la souveraineté alimentaire, la cohésion sociale et la résilience générale. Dans cet ensemble cohérent, chaque groupe contribue à stabiliser l'autre, créant un système où la reconstruction civile consolide l'action sécuritaire et inversement. L'impact réel se lit donc moins dans les discours que dans la vie retrouvée, les rires, les marchés animés et les champs redevenus productifs. Dans les mois à venir, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune s'appuyant sur les dynamiques déjà établies. Retour massif des populations, redéploiement militaire, essor agricole et implication communautaire. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils l'envisagent à partir d'éléments observés, mesurables et cohérents. 1. Scénario probable. Continuité maîtrisée. La croissance agricole se stabiliserait autour de niveaux soutenables, notamment grâce à la modernisation des filières et à l'augmentation de la production locale. La sécurité resterait maîtrisée dans les zones stabilisées, permettant à l'État d'étendre progressivement son contrôle vers les périphéries encore fragiles. Les exportations de produits transformés, riz, viande, mangue, continueraient à progresser, réduisant davantage la dépendance alimentaire. Ce scénario repose sur 2 conditions: la discipline financière maintenue et la formation constante des jeunes agriculteurs et volontaires. 2. Scénario optimiste. Intégration sahélienne renforcée. Si les partenariats avec le Mali et le Niger se consolident, le Burkina Faso pourrait devenir un pilier agroalimentaire du Sahel.
Trial City, première ville autosuffisante, servirait de prototype à un réseau d'écovilles régionales. Les exportations agroalimentaires pourraient doubler en volume sur 12 mois, attirant des investisseurs africains. Ce scénario exige une stabilité régionale continue et une forme de neutralité bienveillante des grandes puissances. 3. Scénario de tension, ralentissement temporaire. Une combinaison de sécheresse, tension régionale ou hausse mondiale du coût des intrants agricoles pourrait fragiliser la dynamique. La fatigue économique pèserait sur les programmes de modernisation. La confiance publique pourrait se tendre, affectant l'unité sociale renforcée ces 18 derniers mois. Même dans cette hypothèse, le réseau communautaire, coopérative, brigade mixte, école rurale assurerait un niveau minimal de résilience. Un principe de lecture pour les spectateurs. Ces trois trajectoires montrent une évidence. L'avenir dépend de la capacité à convertir les acquis actuels en systèmes durables. La sécurité n'est qu'un socle. La continuité dépendra de l'agriculture modernisée, de la cohésion sociale et de la gestion locale des infrastructures. Les trajectoires envisagées ne restent pas des projections abstraites. Elles trouvent un écho direct dans la vie de trois grandes catégories d'habitants, chacune traversée différemment par la dynamique en cours. Comprendre ces répercussions permet de saisir comment la stabilité nouvellement construite se transforme en expérience concrète. Groupe A, famille rurale. Pour les familles rurales, les changements les plus visibles se manifestent dans la proximité immédiate. Les puits, restaurés, réduisent le temps de déplacement. Les champs cultivés assurent des revenus réguliers et les marchés renaissants ouvrent des circuits économiques courts. Les cantines scolaires alimentées par la production locale améliorent la nutrition des enfants tout en offrant de petits revenus aux mères. Dans cette perspective, chaque progrès est ressenti d'abord comme un allègement du quotidien. Groupe B. Jeunes et volontaires. Les jeunes engagés dans les brigades mixtes constituent un deuxième groupe clé. Ils trouvent dans ces structures une formation pratique, une utilité civique et un ancrage social fort. Leur participation aux travaux agricoles, à la sécurisation et à la maintenance des infrastructures crée un sentiment d'appartenance à un projet collectif. Pour eux, la dynamique actuelle est synonyme d'opportunité, de responsabilité et de perspectives concrètes. Groupe C. Communautés locales et institutions. Les autorités locales, coopératives et réseaux communautaires ressentent un effet différent mais complémentaire. La réouverture des services publics, écoles, pistes rurales, centres de santé, permet une meilleure circulation des biens et des personnes. Les coopératives renforcées structurent les filières agricoles modernisées. Cette reprise améliore la gouvernance locale, soutenue par un suivi rigoureux des investissements et une transparence accrue. Ces trois niveaux montrent une même logique. Lorsque la sécurité devient un levier pour la vie quotidienne, les habitants transforment eux-mêmes le paysage social. D'où une question clé. Comment traduire cette dynamique en une feuille de route durable? La consolidation des acquis nécessite une feuille de route précise, articulée autour de gestes simples mais mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 étapes émergent comme une architecture cohérente reliant protection, production et gouvernance locale. 1. Recenser chaque foyer. Qui? Services sociaux. Le registre social unifié identifie les besoins réels des ménages. Quand? Immédiatement, avec mise à jour trimestrielle. Mesure, nombre de foyers correctement classifiés et suivis. 2. Soutenir les ménages vulnérables. Qui? Programme PAMPV. Objectif: fournir un appui financier
contrôlée et un accompagnement économique. Quand cycle de 3 mois. Mesure taux de reprise des activités génératrices de revenus. 3. Garantir l'accès universel aux soins. Qui système RAMU. Vaccination, maternité, médicaments essentiels. Quand application continue. Mesure taux de couverture sanitaire des communes rurales. 4. Stabiliser les infrastructures reconstruites. Qui brigade mixte. Puis, écoles, marchés deviennent des centres d'activité durable. Quand supervision hebdomadaire. Mesure niveau de fonctionnalité et fréquentation. 5. Utiliser les données pour ajuster. Qui cellules d'analyse. Les données sociales, agricoles et sanitaires sont examinées tous les 3 mois. Quand cycles analytiques réguliers. Mesures, ajustements effectivement appliqués au programme. Cette feuille de route forme un système où chaque action renforce l'autre. Soutenir les familles stabilise les villages, protéger les infrastructures sécurise la production, analyser les données guide les priorités. La présence d'Ibrahim Traoré dans les zones stabilisées assure la continuité entre vision nationale et application locale. La question finale se prépare. Comment donner à cette trajectoire une dimension humaine et mémorable? Dans les villages où l'on évoque encore le capitaine, les gestes décrits haut dans la section mentionnée précédemment reprennent tout leur sens. Les puits restaurés deviennent des lieux de rassemblement, les écoles rouvertes résonnent de nouveau des voix d'enfants et les marchés animés marquent la reconquête spontanée de l'espace public. Ces images simples, vues dans la poussière du Nord, rappellent que la reconstruction n'est jamais une abstraction, mais une série de gestes précis, répétés, partagés. Elles incarnent cette proximité qu'Ibrahim Traoré revendique lorsqu'il traverse les villages, observe les initiatives locales ou encourage les enseignants revenus dans leur classe. La dimension humaine de cette trajectoire apparaît alors clairement. La souveraineté n'est pas un slogan, elle se vit. Elle se lit dans chaque sourire retrouvé, dans chaque étal qui se remplit, dans chaque champ qui reverdit. La stabilité prend racine quand les habitants eux-mêmes deviennent les gardiens de leur quotidien. C'est cette alliance entre action locale et vision nationale qui donne du relief aux transformations en cours et en assure la durabilité. Au fond, la question qui traverse toute cette histoire tient dans une phrase. La dignité renaît par des gestes visibles. Elle résume l'élan collectif, la cohérence des efforts et la volonté commune de faire vivre une souveraineté tangible. La trajectoire du Burkina Faso, telle qu'elle se manifeste dans les villages, n'est pas seulement une succession d'actions sécuritaires ou économiques. Elle devient un symbole social, celui d'une souveraineté vécue au quotidien. Les marchés qui reprennent vie, les écoles qui rouvrent, les puits qui rassemblent les familles incarnent cette capacité collective à transformer un contexte difficile en un projet partagé. Chaque initiative locale, chaque geste ordinaire contribue à renforcer la stabilité et à transmettre un message simple. La reconstruction n'est durable que lorsqu'elle appartient à ceux qui la vivent. Pour les spectateurs, cette histoire offre un miroir. Elle invite à réfléchir à l'échelle de son propre environnement. Comment une action individuelle, même modeste, peut-elle encourager la cohésion, soutenir une initiative collective ou améliorer un espace commun? Les transformations visibles au Burkina Faso montrent qu'un changement profond naît souvent de gestes répétés, coordonnés et assumés par les communautés. La conclusion reste ouverte volontairement. Chacun peut s'inspirer de cette dynamique pour nourrir une réflexion ou